calcul des écarts entre le réel et le préétabli constaté. Alors, bien sûr, on va prendre un exemple, comme d'habitude, pour illustrer ce que je viens de dire. Alors, voilà. Écoutez bien, soyez concentrés. Au cours du mois de mars, l'entreprise a fabriqué 1200 produits A. Je vous rappelle que ce que nous avons fait tout à l'heure, juste avant, sur la production préétablie, je vous rappelais que la production standard ou normale est de 1280 produits. Est-ce que tout le monde comprend et accepte de dire que c'est pas parce que vous considérez que la production standard normale, elle est de 1280 produits, que vous allez en faire réellement 1280 produits dans le mois. On est bien d'accord. Et vous commencez à voir toutes les différences, justement, qui apparaissent et pourquoi on va chercher à expliquer pourquoi ce que l'on a fait n'a pas respecté la norme. C'est ça l'idée. Donc au mois de mars, on a fabriqué 1200 produits A, alors que le standard, c'est d'en fabriquer 1280. Là aussi, en français, soyez bien convaincus et comprenez ce que je vais vous dire. Par ailleurs, on extrait de la comptabilité générale. J'insiste, on extrait de la compta gênée. Que les matières 1, on en a consommé 2640 kg pour un total de 23 760 €. La matière 2, 3615 kg pour un total de 28 920. 2400 heures de main-d'œuvre à 51 € de l'heure. Pour l'atelier 1, 660 unités d'œuvre pour un total de 42 900 €. J'espère que vous comprenez que ça, ce que je viens de vous dire concernant la quantité et le prix, ce sont les charges réelles de la période, puisque c'est ça qui a été issu de la comptabilité générale. D'accord. Très bien. Ce que je vais vous demander, je vous demande là, mais dans l'examen, la première étape, après les coûts préétablis, si on ne vous les avait pas donnés, calculer les écarts entre le réel et le préétabli constaté. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on va le mode de calcul des écarts entre le réel et le préétabli constaté, on va le mettre sous forme de tableau. Alors, je vous le mets ici, je vous le présente d'abord à vide, d'accord? Et regardez bien, conformément à ce que je vous disais tout à l'heure, ici, je me situerai dans le cadre où on me demande juste de calculer les écarts entre le réel et le constaté. Alors, le réel, alors moi, j'essaye de faire simple, vous me connaissez. Je ne cherche pas les problématiques inverses. Non, moi je veux QR, quantité réelle. CUR, coût unitaire réel. T, total. Vous voyez, comme ça, c'est... D'accord? QPC, quantité préétablie constatée. CUP, coût unitaire préétabli, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Et après, les écarts. Alors, par convention, les écarts, moi je fais réel moins préétabli constaté. On est d'accord que on pourrait faire l'inverse, ce n'est pas le problème. Moi, je fais réel moins préétabli constaté. En revanche, ce qui est très important, pour que vous ne perdiez pas des petits dixièmes de points le jour d'un examen, si c'est positif en faisant comme ça, c'est défavorable. Si c'est négatif en faisant comme ça, c'est favorable. Alors, j'attire votre attention parce qu'il faut prendre un petit peu de recul. Quelques secondes, vous allez voir. On dit que le réel moins le préétabli constaté. Si c'est positif, c'est défavorable. Si c'est positif, ça veut dire qu'en réalité, ça a coûté plus cher que ce que cela aurait dû coûter. Voilà pourquoi c'est défavorable. Dans le cas contraire, voilà pourquoi c'est favorable. Vous me suivez bien? D'accord. Il est évident que si je faisais l'inverse, c'est-à-dire si je calculais les écarts, non pas réel moins préétabli, mais préétabli moins réel, c'est vraiment le même principe, mais j'inverserais la vie. Attention, nous verrons plus tard qu'il faut absolument réfléchir, ne pas se contenter, j'allais dire, entre guillemets, bêtement, de se souvenir que quand c'est positif, c'est défavorable. Parce que quand nous analyserons les écarts sur chiffre d'affaires cette fois-ci, si je fais le chiffre d'affaires réel, moins le chiffre d'affaires préétabli, si c'est positif, cette fois-ci, c'est favorable. Eh oui. Ah oui, d'accord. Donc il faut savoir de quoi on parle. Il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires avec les coûts de production. Non, mais parce que beaucoup de gens, au bout d'un moment, avec la fatigue, etc., confondent un petit peu tout. Si le chiffre d'affaires réel est supérieur au chiffre d'affaires prévu, ben c'est positif. Par contre, si le coût de production réel est supérieur au coût de production prévu ou préétabli, constate tout ce que vous voulez, c'est défavorable, bien entendu. D'accord? Alors,
vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, simplement, je n'ai parlé ici que ce dont j'ai besoin pour calculer les écarts entre le réel et le constaté. D'accord ? Ça y est, vous me suivez ? Alors, les petites informations. Alors, on reprend les matières 1, matière 2, etc. Très bien. La ligne s'appelle coût de production. Alors, le renvoi petit a dans la partie réelle. Chaque cellule, je vous donne. Est-ce que vous comprenez que sur cette ligne coût de production, on retrouve le renvoi A dans la colonne QR et QPC. Regardez bien, le petit a, là, vous le retrouvez ici dans la colonne QR et vous le retrouvez dans la colonne QPC. Est-ce que il faut que vous compreniez ça? Qu'est-ce que je calcule? Écoutez bien, intellectuellement. Sur la ligne coût de production, la quantité, je calcule le nombre réel de produits fabriqués, et le nombre réel de produits fabriqués ici, c'est combien? 1200, vous êtes d'accord? Avec quoi? Avec ce qu'on appelle le préétabli constaté, donc dans la colonne QPC en bas sur la ligne coût de production, avec ce que cela aurait dû coûter d'en produire aussi 1200. Je compare, c'est pour ça qu'on appelle ça du préétabli constaté, je compare le nombre réel de produits fabriqués, 1200, ça a coûté tant dans la réalité, avec ce que cela aurait dû coûter d'en fabriquer aussi 1200 si on avait respecté les normes. Ça va, vous me suivez? Donc ici, vous avez à la fois 1200 et 1200. D'accord. OK. Le petit b, CUR dans le réel, est-ce que vous êtes d'accord que ce petit b, le réel, ça va être quoi? Comment je vais le calculer tout bête, comme avec les coûts complets? C'est le total divisé par A, la quantité. Autrement dit, ce petit b va représenter le coût de production réel unitaire total. Vous voyez que, on en reparlera plus tard, que j'ai appelé le CPRUT, le coût de production réel unitaire total. Très bien. Regardez bien maintenant. Et ça, c'est un excellent moyen de vérifier. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant avec les écarts, c'est que si on a été cohérent, on va retomber sur nos pieds. Regardez le petit C ici, dans la partie préétablie constatée dans la colonne CUP. Vous avez compris que sur cette ligne coût de production, dans la partie préétablie constatée, ici, le petit a, ça sera 1200. Parce que je vais comparer combien ont coûté réellement 1200 produits fabriqués dans le mois, avec ce que cela aurait dû coûter d'en fabriquer 1200 si j'avais respecté les normes concernant les quantités par produit, les nombres de matières, d'heures, d'unités d'œuvre et les coûts préétablis par produit au kilo, à l'heure et les coûts d'unités d'œuvre. Vous êtes d'accord? Donc si vous comprenez tout de suite, vous devez comprendre que le petit c, eh bien, je dois retrouver le coût de production préétabli unitaire total. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien. Oui, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La première étape, c'est quoi? Le coût de production préétabli unitaire total. Qu'est-ce qu'on avait dit dans cet exemple-là? Que si on respectait les normes, ça devrait coûter 174 € pour fabriquer un produit. Vous me suivez? Donc, sur la ligne coût de production total, préétabli constaté, là, 1200 fois 174. Ce qui va me permettre de vérifier, quand je vais remplir le tableau, si en divisant le total par 1200, je retrouve bien 174. Si c'est vrai, c'est que j'ai été cohérent. Si c'est pas vrai, c'est que je me suis trompé quelque part. Ça va, vous me comprenez? Alors vous allez me dire, pourquoi vous nous embêtez à remplir l'intérieur ici, alors qu'on peut trouver directement la ligne? Ah oui, non, mais attendez, ça s'appelle après analyse des écarts. Il va falloir analyser les écarts sur matière 1, sur matière 2, sur main-d'œuvre, sur charge indirecte. Donc je ne peux pas me contenter que de la ligne totale synthétique. D'accord? Donc ici, après les écarts, ça y est, vous comprenez maintenant que vous pouvez avoir des écarts défavorables ou favorables ou nuls, parce que ça peut arriver. D'accord? Pas d'écart entre la réalité et ce qui était prévu. Pour la matière 1, la matière 2, MOD, etc., des positifs et des négatifs, ou négatifs et positifs. Et le petit f, c'est la synthèse, ça s'appelle l'écart global. Mais est-ce que vous comprenez, encore une fois, l'intérêt de ça? Je peux encore vérifier quelque chose. C'est que l'écart total ici, le f,
Est-ce que vous êtes d'accord que c'est la différence entre le défavorable et le favorable? C'est la synthèse. Mais c'est aussi, bien entendu, la même somme, la même chose que je dois retrouver exactement la même chose que lorsque je fais le total, le renvoi petit d, là, le total réel, moins le total préétabli constaté. Vous voyez, ça vous fait encore une façon de vérifier vos calculs. Moi, quand je fais des exercices de ce type, par exemple, j'utilise, avec Excel, je me fais des tests, là. Vérifie que la somme ici, F, ce soit bien égale à D moins E. Sinon, fait apparaître un message en disant il y a une erreur quelque part. Parce que ça peut vite arriver, hein, je veux dire, une erreur. Ça va, vous me suivez? D'accord? Alors, maintenant, il faut le remplir, ce tableau. Alors, là, je vous l'ai dit. Comment remplir la partie réelle? Ben, là, la partie réelle, il n'y a aucun problème. Il suffit de lire l'énoncé qui va vous donner forcément les informations nécessaires pour remplir la partie réelle. La partie réelle, vous ne pouvez pas l'inventer. D'accord? Alors, juste un petit conseil, et vous penserez à moi quand vous ferez les cas pratiques, parce que là, il y en a quand même pas mal. Je vous conseille, sur le sujet lui-même, qui va faire plusieurs pages, en général, bien sûr, de séparer physiquement les informations qui concernent le réel des informations qui concernent le préétabli. Parce que vous comprenez le souci, c'est que souvent, si vous commencez à mélanger, encore une fois, le sujet faisant plusieurs pages, le stress, le temps qui passe, etc., si vous commencez à mélanger des informations concernant le réel et des informations concernant le préétabli, ça va pas. Alors ce que je propose, moi, avec un stabilo, vous voyez, on sépare. Au-dessus, j'écris réel, en dessous, j'écris les informations concernant le préétabli. Comme ça, pour remplir le tableau, je risque pas de mélanger. Bien sûr, vous ne le ferez pas, comme d'habitude, ce que je dis, ça ne sert à rien, sauf que vous vous apercevrez, parce que là, c'est des points perdus très très graves et très très vite. C'est vraiment un petit conseil. Et vous verrez ce que je dis là, je ne me moque pas de vous, absolument pas, parce que bien sûr, ça m'est arrivé de ne pas respecter ce que je viens de vous dire, et bien sûr, je me suis trompé, forcément. Ça va tellement vite à un moment donné d'aller chercher, par exemple, le prix réel au kilo de la matière 1, et de prendre à la place le prix préétabli au kilo de la matière 1. Si je sépare physiquement, attention, ça c'est du réel, attention, ça c'est du préétabli, la probabilité de se tromper est plus faible. Vous ne pourrez pas dire, je ne savais pas, je croyais qu'on m'aurait menti, on ne m'a pas prévenu. D'accord, on en reparlera. D'accord. Je vous rappelle que les exos, c'est 4 heures à chaque fois, hein, quasiment, hein, pour s'entraîner. Hein, et on ne le sait qu'à la fin, si on a été cohérent. Hein. Donc je vous dis, il faut faire attention au départ. OK ? Alors, la partie réelle, pas de problème, surtout si j'ai bien séparé physiquement dans le sujet. Pour remplir la préétablie constatée. Alors là, il va falloir que vous fassiez attention. Parce qu'une fois je vais vous avoir expliqué ça, après pour l'autre méthode, ça ira plus vite. Là, pour remplir la partie préétablie constatée, il y a bien 3 colonnes, QPP, CUP et total. Eh bien là, vous devez vous servir de la fiche du coût standard unitaire ou la fiche du coût préétabli que soit on vous a donné dans l'énoncé, soit nous avons calculé tout à l'heure. Vous êtes d'accord? L'histoire des 174 €. D'accord? On va utiliser ça. OK. Et pour chaque charge directe, regardez bien, là, ça c'est à savoir par cœur, hein, là il n'y a pas de concept de problématique. QPC, vous allez me prendre la quantité préétablie de la charge directe pour fabriquer un produit, ça vous allez l'avoir sur la fiche de coût préétabli unitaire, multiplié, et c'est pour ça qu'on l'appelle préétabli constaté, multiplié par le nombre de produits réellement fabriqués. Ça y est, vous me suivez? Vous prenez le nombre il faut 2 kilos en préétabli pour fabriquer un produit. On a fabriqué combien de produits? 1200. Donc, QPC, c'est 2 fois 1200. D'accord? Notez bien que QPC, comme quantité préétablie constatée, est le produit de 2 éléments. Allô, j'insiste. QPC, c'est le produit de 2 choses. La quantité unitaire multipliée par le nombre de produits réellement fabriqués. CUP, ben alors là, il n'y a pas de souci. CUP, c'est le coût unitaire préétabli de la charge directe, exprimé au kilo, au mètre cube, au mètre carré, à l'heure de main-d'œuvre. Ça aussi, on a dans la fiche de coût préétabli. Et si on prend la matière 1, est-ce que vous êtes d'accord que QPC, ici,
dans cet exemple-là, revenez sur le coût standard, c'est 2 fois 1200. Ça fait donc 2400 et CUP, c'est 10. Ça va? Écoutez bien, là aussi, pour vous, dans votre intérêt, dans le tableau, je ne souhaite pas, et encore, je dis ça, je ne souhaite pas, vous me connaissez, en général, je suis un peu plus directif que ça, d'accord, que vous écriviez, comme le font 98% des étudiants, dans la colonne QPC, n'écrivez pas 2400. Non, écrivez 2 fois 1200 égale 2400. Vous allez me dire, c'est pareil. Ah, pour moi, c'est pas tout à fait pareil, surtout si je me mets dans la peau du correcteur. Parce que si vous mettez, par exemple, 2500, je ne sais pas si c'est une erreur toute bête ou si c'est une erreur de conception. Exemple, vous m'écrivez 2 fois 1200 égale 2500. Est-ce que vous comprenez que là, je comprends, moi, correcteur, que c'est une bêtise? Donc, vous n'aurez pas 0. Oui, je sais bien, vous souriez parce que vous dites, c'est impossible que ça m'arrive d'écrire 2 fois 1200 égale 2500. Pour vous, c'est tellement au-dessus de tout ça que ça vous arrivera jamais. Je vous le souhaite. On en reparlera quand on fera les télés quand même, hein, d'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tellement simple, vous justifiez, c'est clair, c'est propre, c'est net, il n'y a pas d'ambiguïté. Pour chaque charge indirect. Alors, dans notre exemple, pour la matière 1, CUP c'est 100 et ne pas écrire 20, bien entendu. Maintenant, pour chaque charge indirecte. Alors, pour chaque charge indirecte, il faut remplir QPC et CUP. Je vous rappelle que comme il s'agit de charges indirectes, les quantités, à chaque fois, c'est les quantités d'unités d'œuvre. Donc, QPC, c'est la quantité préétablie d'unités d'œuvre pour fabriquer un produit multiplié par le nombre de produits réellement fabriqués. Et CUP, c'est le coût unitaire préétabli de l'unité d'œuvre pour fabriquer un produit. Évidemment, ça, on a toutes les informations dans le tableau de calcul du coût de préétabli, coût de production préétabli unitaire total, les fameux 174 €.